Salut. On annonçait une semaine sur le Giro un peu comme ça. Et on a eu une semaine où on est passé quand même un peu par toutes les émotions et on a tous fait sauf dormir. Mais vous l'avez kiffé cette deuxième semaine du Giro? Bah oui, on a eu que des vainqueurs différents déjà, de différentes nationalités. Et en plus, on est passé absolument par toutes les émotions, de la joie à la peine la plus totale. Et tout ça dans les mêmes étapes en plus. Bon, vous l'avez compris, c'est le débrief de la deuxième semaine du Giro et on va essayer aussi de se projeter sur la troisième. Pour commencer, mardi, on a une victoire de Binam Girmay, le premier Africain noir à gagner sur un grand tour. Et quelle étape de grand malade. Bah ouais, parce que ce jour-là, on a un profil un peu casse-pattes, mais où les sprinters peuvent passer. Bon, Wanty et Alpecin, ils en ont décidé autrement. Ils mettent un gros tempo et Cavendish et Ewan tout de suite lâchent très loin de l'arrivée. Seulement, Nono s'accroche, lui, et en plus, Van Der Poel connaît un incident mécanique où on se dit ah, ça va peut-être profiter aux Français. Van Der Poel surpuissant rentre très rapidement et les deux équipes remettent en route. Et puis, plus on se rapproche de l'arrivée, plus on roule vite. Oh, le scoop de malade, t'en as d'autres toi, des comme ça ou pas? Oh, mais tais-toi, c'est une phrase de transition. Ah ouais? T'allais faire quoi comme transition? Bah, j'allais dire que plus ça roule vite et donc plus Arnaud démarre, il a des difficultés dans les côtes et donc forcément, bah, il se fait lâcher le pauvre. Et donc, à 10 bornes de l'arrivée, on se retrouve avec un groupe de très costauds, Binam Girmay qui se trompe comment dire, de route, qui revient, reste dans le peloton quand même, des attaques de partout, notamment de Van Der Poel qui était esselé, qui a essayé du coup d'anticiper le sprint, et puis un sprint hors du temps. Le sprint, il dure 350 mètres de la part de Binam Girmay. De souvenir, faudrait que je retrouve les stats, il était à 1000 watts de moyenne sur le sprint, donc 1000 watts de moyenne sur 350 mètres, donc c'était 23 secondes de sprint je crois. Bon, ceux qui ont un capteur de puissance voient à peu près ce que ça fait 1000 watts. Moi, je le fais sur un coup de pédale, quoi. Le mec tient ça pendant plus de 20 secondes. Van Der Poel s'incline. Il est obligé de lui dire bon, bah, bien joué, mon gars, hein. Honnêtement, rien à dire. Et en effet, il n'y avait rien à dire. Et donc là, on est au summum. Là, on se dit ouah, super, on est tous heureux. On est tous voilà, ravis pour Girmay, ravis pour la Wanty. Même Van Der Poel, voilà, qui assume sa défaite, qui concède la supériorité de Girmay sur ce sprint. Enfin, bon, bref, c'était l'étape parfaite. Puis vient le podium. En Érythrée, je crois que malheureusement, ils en ont pas beaucoup du champagne. Le Girmay se penche comme ça au-dessus du bouchon de liège, quoi. Et du coup, le bouchon de liège, bam, et il lui tape dans l'œil. Il lui tape dans l'œil, et donc il part à l'hôpital et abandonne le lendemain. Le lendemain, on est mercredi, et ce jour-là, bon bah, on attendait quelques bordures. Malheureusement, aucune équipe n'a tenté quoi que ce soit, tout le monde avait peur, mais personne n'a tenté le diable, et personne n'a voulu se faire piéger, mais personne n'a voulu piéger non plus. Donc on se retrouve avec une étape un peu soporifique avec des pics de stress, et qui arrivera au sprint. Et au sprint, malgré un bon train Groupama, c'est Alberto Dainese qui revient de l'arrière, un peu comme sur la victoire d'Emar devant Ewan, qui revient de l'arrière et qui dépose tout le monde sur les 100 derniers mètres. Jeudi, journée carrément ronde-piche, parce qu'on a, à part l'abandon d'Ewan qui n'a même pas attaqué la course, on a la victoire de l'échappée, Parole Dany, qui s'impose au sprint dans l'échappée devant Rota et Lime Rise. Vendredi, un peu comme mardi, on passe par toutes les émotions. D'abord, on est au fond du trou avec l'abandon de Romain Bardet que personne n'attendait, en tout cas de l'extérieur de la DSM, qui a plongé la France dans un deuil important, la France du cyclisme. Et Romain, on lui souhaite un bon rétablissement, on espère qu'il va revenir vite sur le Tour ou sur la Volta pour nous faire les mêmes exploits que ce qu'il annonçait durant ce Giro. Et puis après, on est tout là-haut parce que c'est Arnaud Desmar qui vient s'imposer magnifiquement, magistralement même au sprint. Et donc, bah, c'est le sentiment très partagé à la fin de cette étape. On a perdu notre bonhomme pour le classement général. On a gagné l'étape. On renforce le Cyclamen. Voilà, c'est un peu la semaine, quoi. Girmay, Bardet, Desmar. Et le lendemain, par contre, le samedi, là, on était au top durant toute la journée. Pourquoi? Parce qu'à partir de 80 km de l'arrivée, sur une étape casse-pattes, mais pas de haute montagne, la Bora met en route. Ils mettent un tempo de barjo, c'est fou. Ils mettent vraiment un tempo malade. Résultat, euh, Valverde et Martin sont piégés. Almeida aussi dans un premier temps. Enfin bon, bref, on a des outsiders, voire des favoris qui sont piégés à l'arrière. Mais bon, comme le monte un peu ce même, Almeida, il est jamais mort. Il est jamais mort parce que malgré le fait que Valverde et Martin étaient avec lui, il les lâche
Valverde et Martin finiront à plus de 10 minutes du vainqueur du jour. Et Almeida lui finira à une trentaine, quarantaine de secondes. Voilà pour les lâchers. Pour ceux qui sont devant, il y a notamment le maillot rose qui nous fait une impression de folle. On a cru revoir Veuclair sur ses années 2004, surtout l'année 2011, au plateau de Bay où il attaque même les favoris. Enfin bon bref, dans un espagnol qui s'appelle Juan Pedro Lopez. Juan Pedro Lopez, il est monstrueux. Il suit l'attaque de Carapaz, il suit les attaques même des autres favoris. Et il arrive à rester dans le groupe. Malheureusement, il y a un moment où ça craque pour lui, et donc du coup, on se retrouve avec un petit groupe à l'avant d'uniquement 7 U. Voilà. Et donc là, on peut en tirer des enseignements. Est-ce que Hindley et Carapaz sont pas les plus forts? Bah ouais, parce que dans le final, Carapaz, il met une cacahuète monumentale. Honnêtement, c'était de l'ordre pour moi de Van Der Poel sur l'Estradé en 2020. Où il met une cacahuète monstrueuse, bah là pour moi l'attaque de Carapace c'est à peu près la même quoi. Donc groupe le laisse un petit peu devant, rentre sur lui dans la dernière bosse, et puis l'explication finale du coup se déroule à 4 avec Hindley, Nibali et Carapaz pour le classement général, et un qui ne joue plus le classement général parce qu'il a perdu trop de temps et qui comprend pas son corps, c'est Simon Yates. Simon Yates qui en haut de la bosse part un petit peu en facteur, il rate du coup gagner cette étape. Dimanche maintenant, on s'est fait la guerre samedi, donc dimanche on va rester tranquille, surtout que l'étape était hyper mal tracée. D'ailleurs elle me fait penser aux étapes de Pyrénéennes du Tour de France. Autant dire que vu le scénario, avec aucun favori qui s'attaque et Ciccone qui va gagner l'étape dans l'échappée avec je sais pas combien de minutes d'avance, je le redoute un peu sur le prochain Tour de France, et il me fait peur. Donc voilà, ça c'était pour cette semaine. Maintenant les perspectives pour la semaine prochaine. Est-ce que Carapaz et Hindley ne seraient pas supérieurs à tout le monde? On a vu Hindley un petit peu en dessous sur le blockhouse qui était au niveau de Carapaz sur l'étape de samedi. Est-ce que lui monte en puissance? Carapaz aussi, il était très fort samedi. Donc lui aussi il monte en puissance par rapport à un lambda qui lui a rétrogradé dans la hiérarchie. Maintenant, je sais pas trop quoi dire sur Pozzo Vivo et Nibali. Les mecs qui sont monstrueux, ils ont 37 et 39 ans. Est-ce que le corps va lâcher? Est-ce que justement l'habitude de participer à ce genre de classements généraux, à ce genre d'épreuves que sont les grands tours, va pas les avantager juste dans la façon de mener un peu leur barque? Parce qu'on a une troisième semaine qui va être très très dure, et qui va être soumise à beaucoup de suspense, et qui s'annonce feu d'artifice. D'autant plus que Almeida il a 30 secondes de retard uniquement sur Carapaz, donc Carapaz va falloir qu'il creuse encore au moins une minute en vue du contre-la-montre. Hindley il est à 7 secondes, Landa est environ à 1 minute, donc est-ce que le Landismo est mort? Eh ben on verra sur cette troisième semaine, avec 4 grosses étapes de montagne et un contre-la-montre de 17 km pour terminer ce Giro. On a vu que la Bora était supérieure à tout le monde en montagne. Est-ce que Peyo Bilbao va pouvoir aider Landa? Est-ce que... voilà, on a encore beaucoup de questions. Ça fait énormément plaisir. D'autant plus qu'il n'y a pas d'écart rédhibitoire au classement général. Donc voilà, on s'attend juste à ce qui est du spectacle. Bon, si t'as kiffé la vidéo, commente, like et surtout abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.